Bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO, le monde informatique, dédié à ce monde nouveau, qui est ce monde hybride, où nous allons nous intéresser à la dimension géopolitique du numérique, la géopolitique du cloud, la géopolitique de l'IA. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Tariq Krim en plateau. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors vous êtes reconnu dans le monde de l'entrepreneuriat web, notamment créateur de NetVibes en 2005 ou Joli Cloud en 2008. Vous avez été aussi vice-président du Conseil national du numérique en 2013. La question que j'ai envie de vous poser, Tariq, aujourd'hui, que devenez-vous ? Beaucoup de choses. En fait, c'est vrai que j'ai eu une période assez intense et assez décalée, puisqu'on était avec une génération de startups, notamment il y avait Dailymotion. On était un peu en avance sur ce qui est devenu ce qu'on appelait après la French Tech. Donc à la fois beaucoup d'enthousiasme, parce qu'on pensait effectivement, et c'est ce que j'ai toujours cru, c'est que la France avait les compétences et les ingénieurs pour développer des produits à vocation mondiale. C'est ce qu'on a fait avec NetVibes, ce qu'on a fait avec Joli Cloud. On s'était associé avec les fondateurs de Skype, donc on avait vraiment des équipes de choc. Et en même temps, assez peu de soutien finalement en interne, en partie, je pense, parce qu'on n'y croyait pas trop. Donc quand vous avez dit que j'étais au Conseil national du numérique, j'ai énormément poussé pour que ce que nous n'avions pas eu en tant qu'entrepreneurs soit disponible pour la génération d'après, c'est-à-dire des stock option facilités, le startup visa, donc tout un environnement beaucoup plus proche, donc la construction d'un écosystème. Et en fait, ma vision avec la technologie a beaucoup évolué, et notamment après les attentats, malheureusement les attentats parisiens, j'ai commencé à voir non plus le meilleur que la tech pouvait nous offrir, mais le pire, et donc j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. Et ça fait quelques années que je réfléchis. Alors j'ai toujours essayé à la fois de réfléchir, de construire et d'agir, notamment sur les questions législatives. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ce que je constate, c'est que le marché, qui était mon marché, c'est-à-dire le marché des interfaces pour les utilisateurs, est plié, a été complètement bloqué par l'arrivée d'Apple, de Google. Donc en fait, on vit dans un monde avec les iPhones, avec les services de cloud, où on construit des applications pour ces services. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire des produits du début jusqu'à la fin pour les utilisateurs. Et donc pour l'instant, j'étais en pause, mais avec l'IA, je me remets à m'intéresser à ces sujets, parce que je pense que l'IA a déjà commencé à rendre les interfaces mobiles un peu obsolètes. Et donc ça, c'est ce qui m'intéresse d'un point de vue produit. D'un point de vue de tout ce qui est réflexion, je viens de monter depuis quelques mois un think tank. Ça fait quelques années maintenant que je discute avec notamment le monde militaire ou des acteurs sur ce que j'appelle le numérique de l'incertitude. D'accord, ça veut dire que vous attaquez au côté sombre du numérique ? Disons qu'il y a eu un basculement il y a quelques années. En fait, tout ce qu'on faisait dans le numérique, c'était bien. On passait sur le cloud, c'était super. On installait un chat d'entreprise, c'était fantastique. On faisait telle ou telle chose, c'était génial. Et désormais, on est dans un monde où, quoi qu'on fasse, il y a des problèmes. Cybersécurité, extraterritorialité, géopolitique, problèmes de données. Donc on est passé d'un monde où tout était simple, facile, à un monde où tout est complexe. Alors Tariq, vous l'avez dit, on est dans un monde de plus en plus changeant, complexe, volatile. Quelles conséquences pour les entreprises entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui ? Déjà, le monde a changé très brutalement. On est passé de ce que j'appellerais le numérique triomphant à un numérique de l'incertitude, un numérique où on ne sait plus vraiment, que ce soit d'ailleurs au niveau des États, ce n'est pas uniquement les entreprises, les États eux-mêmes ne savent plus exactement à quel sein se vouer. Le monde a changé évidemment avec le Covid, avec l'arrivée de Trump, ce qu'on a appelé la guerre technologique avec la Chine, évidemment la guerre en Ukraine, et aujourd'hui un monde de plus en plus complexe. Et on pourrait définir en trois choses principalement qui ont changé. La première, c'est que l'Internet, qui a été un Internet global, qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici présents, parce que nous avons profité de cet impact technologique incroyable, est en train de se fragmenter, probablement en trois parties. Donc d'un côté, l'ensemble des démocraties, de l'autre, depuis la guerre en Ukraine, c'est beaucoup plus visible, l'ensemble des dictatures, ou en tout cas des autocratures, et possiblement des non-alignés avec des acteurs comme l'Inde ou le Brésil qui vont choisir au gré des alliances tel ou tel service. On le voit fragmenté d'un point de vue technique, puisqu'on a maintenant des blocages. Aucune entreprise, à part Apple et Microsoft, ne peut aller en Chine. L'inverse n'est pas vrai, puisque TikTok est partout dans les pays occidentaux.
C'est vrai d'un point de vue juridique. Maintenant, on a le RGPD, l'IA Act, on a toutes les réglementations qui changent en fonction des pays. Donc, c'est très compliqué pour une entreprise à un niveau mondial de choisir. Les autoroutes de l'information, le monde, je dirais, de la vision Voilà. libertaire, du monde libre, de maillage et d'autoroutes, c'est fini. D'une certaine manière, oui. C'est triste parce que c'est fini parce que désormais, on voit, et c'était déjà perçu à l'époque, ces réseaux comme une infrastructure qui a des potentialités militaires. Mhm. Et donc, effectivement, on a une forme de... On est passé de la dualité où on avait les applications militaires qui étaient séparées des applications civiles à un monde d'hybridité où désormais on utilise les mêmes outils. On l'a vu avec les ingérences sur Facebook, le Brexit. On l'a vu aussi en Afghanistan où les soldats américains étaient obligés d'utiliser Facebook pour parler avec les talibans. Et donc un produit commercial devenait de facto un outil de négociation entre deux factions en guerre. On l'a vu dernièrement en Ukraine avec un changement de destination d'applications mobiles, en fait, qui était prévu pour le grand public, qui sont appliqués après dans le champ militaire. Absolument, absolument. Donc on a je dirais une forme de changement brutal. Et de l'autre côté, on a encore un discours marketing qui est le discours d'avant 2019, dans lequel, évidemment, alors on le voit, c'est encore plus flagrant avec le monde de l'IA, mais en oubliant que désormais, tout est à la fois politique, tout est à la fois géopolitique, et qu'on a des vrais sujets. Les entreprises vont avoir aussi à gérer ça. Donc il y a la fragmentation, je disais, de l'Internet. Il y a également la question des cyberattaques, donc hacker les infrastructures, et puis aussi hacker les cerveaux, donc c'est ce qu'on appelle la guerre cognitive. C'est l'usage de plateformes, de changements de narratifs qui sont d'ingérence étrangère, qui étaient jusqu'à maintenant au niveau des États, mais qu'on commence à voir aussi au niveau des entreprises, où on voit les entreprises qui voient désormais des messages hostiles dans tel ou tel domaine. Et donc, comment réagir, comment s'organiser face à ça, c'est une vraie question. Alors, on a vu dans le monde d'avant, notamment quand on parlait du cloud, il y a eu un regroupement, une centralisation, un regroupement par plaque, souvent géographique, ou chez des grands providers, des hyperscalers. Et donc, avec une certaine standardisation, alors sans parler de repli sur soi, on a tendance à dire, bah voilà, il faut revenir un peu sur des aspects régionaux, voire locaux, et du coup on reparle souveraineté, un mot qui était peut-être galvaudé, souveraineté du cloud, souveraineté industrielle, souveraineté de l'IA. Alors déjà, avant toute chose, quelle est votre définition de la souveraineté? De quoi parle-t-on? Alors, la question de la souveraineté, c'est un sujet que je suis depuis longtemps, parce que ça fait 20 ans cette année maintenant que j'imagine. Alors au départ, j'imaginais l'idée que l'Europe puisse exister dans le monde numérique à égal avec les États-Unis, puisqu'on a les ingénieurs. Il ne faut pas oublier que l'Internet aujourd'hui, c'est Linux inventé en Europe, c'est le web inventé en Europe. Donc les technologies, la plupart des briques technologiques qui ont permis de construire le web moderne ont été inventées en Europe. Jusqu'à présent, on a les cerveaux, mais après... On avait plus que ça, on avait les cerveaux, les standards, on a mis en place une infrastructure, on n'a pas considéré, ça c'est l'erreur tactique qu'on a fait en 1993, c'est que pour les États-Unis, il faut rappeler que les États-Unis lancent le projet des autoroutes de l'information, faisant venir, c'était Al Gore fait venir un jeune Américain qui découvre le système militaire et qui dit c'est extraordinaire, il faut qu'on ait la même chose aux États-Unis. Alors, au lieu d'utiliser les technologies qu'on utilisait, qui étaient des technologies des années 80, X25, qui sont allées sur d'autres technologies, qui étaient la technologie de l'Internet, mais le modèle était le même. Et nous, en Europe, on était obsédés par le diesel propre. Donc, à l'époque, les plus grandes entreprises étaient plutôt les entreprises d'automobiles. Là où aux États-Unis, la Silicon Valley a très rapidement compris que l'Internet est un nouveau moteur de croissance, un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA, et la création de fortunes extraordinaires, d'investissements extraordinaires. Mais il ne faut pas oublier que Google, qui est donc l'entreprise qui a inventé le meilleur business model de tous les temps, a pu se construire parce qu'elle a utilisé Linux, qui était une technologie à l'époque encore basée en Europe, essentiellement construite entre l'Europe et les États-Unis, mais inventée en Europe. Et donc c'est cette vision, c'est cette capacité de construire et de produire des choses sur lesquelles les États-Unis, donc l'aspect pratique, qui nous ont dépassés. On a une vision très différente en Europe. On pensait que le cerveau, c'était la fameuse phrase de Turuk, voilà, les entreprises sans usine, mais on a aussi inventé les entreprises sans informaticiens. Et c'est ça le drame, c'est qu'on a outsourcé tout ce savoir, alors que, et Google, Apple et toutes ces entreprises nous le montrent, le fait d'avoir des ingénieurs talentueux, c'est ça la valeur. Puisqu'on peut réaffecter les gens. Aujourd'hui, si Chrome existe, Chrome étant le premier navigateur au monde,
c'est un ingénieur qui voulait partir et Google lui a dit non, tu vas rester, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit je ne sais pas, peut-être un browser. Et de facto, cette personne a eu un rôle clé puisqu'elle a donné à Google la domination sur le marché du web. Ce qui veut dire que votre définition aujourd'hui, Tarek, de la souveraineté, c'est de revenir sur l'humain, c'est les compétences et l'humain? C'est les compétences et l'humain, mais c'est aussi, alors pour moi, on a changé d'agenda. Je dis souvent en rigolant quand on me parle de souveraineté, c'est ce qu'on aurait dû faire il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, on aurait dû se donner les moyens de construire des acteurs importants. On les avait. En Europe, on avait les leaders de ce qu'on appelait l'hébergement de machines, donc les serveurs dédiés, notamment avec Xavier Niel et Octave Klaba. Malheureusement, ils ont cru trop tardivement, à mon avis, au cloud, et donc ils se sont mis là-dessus beaucoup plus tard, alors que les États-Unis se sont mis au cloud. Il ne faut jamais oublier que Amazon s'est mis au cloud, parce qu'un jour, l'un de ses fournisseurs, je crois que c'est Oracle de mémoire, avait monté les prix de manière tellement forte qu'ils se sont dit, aujourd'hui, on est obligé de tout basculer. Il faut qu'on trouve notre propre solution. Exactement. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec VMware, qui a monté ses prix suite au rachat de Broadcom, on est dans une situation similaire. Est-ce que l'Europe sera capable de reconstruire des alternatives? C'est une vraie question. Bah justement, est-ce que l'Europe sera capable de garantir sa souveraineté, et la France en particulier? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de nos ambitions? Le discours politique est là, l'envie est là. Est-ce qu'on a les moyens, tout simplement, de ces ambitions? Alors, c'est vrai que sur la souveraineté, il y a déjà plusieurs choses. La première, c'est qu'on a, à mon avis, on est dans une nouvelle séquence, qui est la séquence de la résilience. La priorité aujourd'hui, c'est est-ce que la France numérique, ou en tout cas l'espace informationnel et numérique de la France, est capable de résister à un monde en guerre, le monde dans lequel malheureusement nous vivons? Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est que pour qu'il y ait une stratégie de souveraineté au niveau européen, parce qu'il faut rappeler que même si la France décide d'organiser les choses d'une certaine manière, elle ne peut pas contrevenir aux lois européennes qui marchent pour l'ensemble des acteurs. Et malheureusement, il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Beaucoup de petits pays européens, d'ailleurs pas si petits que ça, parce qu'on a certains pays qui sont quand même des pays moteurs, pensent, et surtout depuis la guerre en Ukraine, qu'il est plus simple de s'allier aux grandes plateformes américaines, aux dominants, pour se protéger. De la même manière que, je crois que c'est Amazon et Microsoft ont protégé le cloud. Le cloud du gouvernement ukrainien a été transféré sur ces plateformes et donc, d'une certaine manière, les a préservés des attaques cyber. Beaucoup d'acteurs se disent, est-ce qu'aujourd'hui, entre construire notre propre souveraineté et avoir la protection des États-Unis, il ne vaut mieux pas choisir la protection des États-Unis? C'est un peu la même question dans le domaine militaire, entre l'OTAN et avoir sa propre armée. La France peut avoir une voie un peu différente parce qu'elle a des moyens que beaucoup de pays n'ont pas. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis ont envie de protéger l'Europe? On l'a vu avec un candidat à l'élection présidentielle qui a dit « Si je suis élu, il n'est pas certain que l'OTAN soit véritablement une protection et donc il n'est pas certain que la tech américaine sera là pour vous protéger. » Donc il y a de vraies questions qui se posent et ça sont des questions, à mon avis, essentiellement politiques. Alors après, il y a une autre question qui est plus pragmatique, c'est que fait-on des données les plus sensibles de l'État? Comment les protège-t-on? Comment s'assure-t-on qu'elles soient sécurisées? Mais aussi, comment s'assure-t-on que le prix du cloud soit un prix raisonnable? Et donc, le seul moyen pour que ce soit le cas, il faudrait qu'on puisse avoir nos propres technologies et mettre les talents, les savoir-faire ensemble. Mais ça, c'est une question qu'on se pose depuis une dizaine d'années et qu'on n'a pas pour l'instant réussi à résoudre. En fait, ce que vous dites là, ça pourrait être, ce n'est pas forcément le cas, mais l'opportunité justement de saisir à bras-le-corps cette question de souveraineté industrielle. Et si on peut résumer, c'est aussi une histoire de maîtrise des technologies, de maîtrise des hommes, c'est de maîtriser en fait son environnement, alors que ce soit cloud, numérique ou industriel. Absolument. De garder la main quoi, sur la... Il faut à la fois gagner la main et aussi faire attention, parce que je pense qu'il y a un des travers qu'a l'Europe depuis quelques années, c'est qu'on voit absolument tout sous le prisme du droit. Donc on a un nombre incroyable de directives avec des contraintes juridiques. Certaines, à mon avis, sont tout à fait utiles. Mais il ne faut pas oublier que le droit ne crée pas de technologie. Ce sont les développeurs, les ingénieurs qui le font. Et donc le vrai travail aujourd'hui de l'Europe, c'est de construire, de permettre à un ensemble d'acteurs, je ne crois plus vraiment, j'ai jamais vraiment cru au modèle des licornes qui est de la fameuse Startup Nation, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont monté
ce qui était à l'époque des licornes. J'ai bien compris que quand on veut monter une boîte dans le monde de la tech et qu'on est sérieux, la sortie est aux États-Unis. L'argent est américain et la sortie est américaine. Par contre, en Europe, on a su faire un capitalisme familial ou un capitalisme avec des petites PME, petites ou grandes d'ailleurs, qui peuvent avoir des chiffres d'affaires importants, et on n'a pas appliqué ce modèle à la technologie. Moi, je crois plus à un environnement, un écosystème de PME technologiques de taille moyenne à importante avec des petits acteurs et un État et une Europe qui les aide, qui les aide non pas en leur donnant des subventions, mais en leur donnant des contrats. Et je crois beaucoup à cette idée qu'on a des éléments, des briques avec lesquels on peut travailler. Et la vraie question qui va se poser n'est pas que la souveraineté des données, mais également la souveraineté des entreprises. Et ce modèle, qui n'est pas le modèle des licornes, est un modèle, à mon avis, beaucoup plus viable. D'accord. Plutôt que de faire naître quelques licornes, il vaut mieux faire naître des chevilles ouvrières du numérique, quoi. Enfin, forcément oui, sur des technologies de l'innovation extraordinaire, mais qui font le numérique du quotidien, quoi. On a beaucoup d'entreprises, ce qu'on serait appelé le capitalisme familial dans d'autres domaines. C'est vrai qu'on a des très grands champions industriels dans des domaines qui sont notamment les infrastructures, l'aéronautique. Dans le domaine de la technologie, on peut très bien imaginer des entreprises qui font plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires au niveau mondial, parce que ce qui est fascinant avec les entreprises françaises, c'est parfois elles ne sont pas achetées en France, mais elles sont achetées par les États-Unis. Donc on peut vendre au monde entier. On le voit, il y a beaucoup de technologies dans les puces qui viennent de l'Europe. Et donc la question, c'est quel est le modèle financier le plus adapté, sachant qu'on a une vraie question, c'est est-ce que la sortie en bourse ou la revente est-elle le seul modèle viable? Ça ne marche pas pour tout le monde. En Europe, le modèle qui serait un modèle de type allemand ou capitalisme familial français, avec des entreprises, avec des gens qui les contrôlent, avec une vision, avec un projet de transmission, avec une forme de stabilité, avec des moyens pour pouvoir embaucher des gens, parce que la plupart des ingénieurs, aussi talentueux soient-ils, n'ont pas tous envie d'aller dans la Silicon Valley. Si on leur offre des positions et des places intéressantes en Europe, ils ont évidemment envie de rester. Donc il y a un contre-modèle à construire, et je pense qu'on est en train de prendre conscience qu'on a peut-être été trop loin dans l'américanisation de l'Europe. Y compris le politique, cette prise de conscience? Je crois que le fait qu'il y ait un ministère de la souveraineté numérique, le fait que désormais on s'intéresse à des entreprises un peu différentes, qui avaient été à mon avis délaissées au profit des licornes, on sent qu'il y a un changement de direction. Le modèle de French Tech est terminé. Je crois que le modèle de French Tech ne marche que dans des cas très particuliers. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est Mistral. C'est-à-dire que toutes les entreprises n'ont pas vocation à être Mistral. Et Mistral est le parfait exemple. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on avait fait avec NetVime, c'est-à-dire petite équipe qui fait aussi bien que les États-Unis avec beaucoup de gens. Et donc la question qui est posée maintenant, c'est comment on peut les aider. Comment on peut les aider, ce n'est pas uniquement en faisant une sorte de mascotte de la souveraineté, mais plutôt de leur permettre d'avoir des contrats, de développer, de leur permettre de se développer à l'étranger également. Donc il y a une vision un peu différente à inventer. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes revenu là, sur le devant de la scène à travers l'IA. Justement, si on prend le sujet de l'IA, alors là, on peut dire, bon, le cloud, naissance de gros acteurs dans le cloud, c'est pas que l'affaire est pliée, mais c'est compliqué. Là, l'IA est peut-être une opportunité. Suivant le modèle que vous venez de décrire, comment faire émerger des acteurs autour de l'IA sur le modèle, justement, je parlais de cheville ouvrière de la tech, mais un peu sur ce modèle-là. Alors déjà, j'ai peut-être une vision un peu spécifique, mais je pense que l'IA, le cloud, c'est la même chose. En fait, c'est du logiciel qui tourne dans les data centers, qui sont alimentés en eau et en électricité. Et aujourd'hui, l'un des principaux problèmes auxquels on va être confronté, c'est que l'électricité est trop chère. La hausse de l'énergie. Elle est trop chère en Europe. C'est pour ça que les gens vont faire des modèles en Virginie, en Oregon, en Finlande. Et la France pourrait être un paradis pour l'IA si elle revenait à des prix plus raisonnables. Donc se pose la question de toute la stratégie énergétique des 20-30 dernières années. Oui, c'est la question du nucléaire, de l'indépendance énergétique de la France et du pacte européen, voilà. En fait, que vous remettez en question. La deuxième, c'est qu'on a une vraie question sur la question des talents. On a évidemment d'excellentes écoles d'ingénieurs. Avec mes entreprises, j'ai eu la chance de travailler avec des gens exceptionnels. Mais on est en train de vivre sur nos acquis. Et donc la question qui se pose, c'est notamment avec ce qui a été fait sur les maths et choses comme ça, on arrive à un moment où le niveau baisse de manière dramatique.
Et on ne pourra pas être un leader si, dès l'éducation, on a dégoûté les gens des mathématiques, des sciences, d'un gros mot, c'est l'informatique. On oublie ça, mais apprendre à programmer, à travailler avec un ordinateur, même si on n'en fait pas plus tard. Je connais des milliers de gens autour de moi pour qui ça a changé la vie et qui ont compris que le monde était aussi un monde dans lequel on pouvait agir et pas uniquement être je dirais, spectateur. Et puis le digital a tué l'informatique. Absolument. Ouais. J'ai toujours été opposé à l'utilisation du terme digital, je préfère le terme de numérique. Et la troisième chose qui est essentielle, c'est que l'IA générative, son moteur, ce n'est pas les données, contrairement à ce qu'on dit, mais la culture. Or, la culture, l'Europe est un paradis culturel. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on sécurise nos assets, notre valeur inhérente, ou est-ce que l'on construit un monde où on donne tout ça, on considère que c'est une matière fossile, à des acteurs, notamment OpenAI ou tous les acteurs américains, ou est-ce qu'on construit une véritable filière, on construit des corpus, on travaille sur ces questions, parce que ce qui est fascinant avec l'IA, ce n'est pas que les ingénieurs sortis de Polytechnique, il faut aussi des linguistes, aussi des développeurs plus traditionnels. J'ai beaucoup aimé ce qu'avait dit le patron de Grok, la nouvelle puce qui est en compétition avec NVIDIA. Il a dit, dans une entreprise, il est plus facile d'apprendre à des ingénieurs à être très bons en IA qu'apprendre à des chercheurs en IA à devenir des experts en lancement de produits. Et je suis absolument d'accord avec Jonathan. Et donc, on a aujourd'hui un nombre incroyable de gens qui sont souvent en milieu de carrière, qui ont envie de changer, qui ont envie de venir. C'est une opportunité extraordinaire pour leur permettre d'avancer mieux. Avec l'IA, on peut faire plus de code, on peut aller plus vite, on peut faire des choses incroyables. Mais pour ça, il faut prendre conscience de tout ce qui nous manque. On dit l'énergie, le talent, la culture, ce sont trois choses que nous avons, que nous pourrions avoir si nous avions la bonne stratégie. Pour le reste, les modèles sont tous pareils. Les services de cloud sont génériquement les mêmes. Les puces NVIDIA, tout le monde a les mêmes. Donc ça, ce sont des choses que tout le monde a et que tout le monde fera pareil. Par contre, les trois points dont on a parlé sont des points qui sont inégaux. Aujourd'hui, les États-Unis ont le gaz quasiment gratuit et l'énergie extrêmement peu chère avec leur stratégie de schiste. Nous, il va falloir réfléchir à quelle stratégie on veut pour ces trois points. On revient à la décision politique. Après, on avait aussi du gaz de schiste en France, ça a été interdit. Donc Ouais. après, voilà, c'est une décision politique avec plusieurs facteurs, qui peuvent être des facteurs notamment écologiques. Si on revient un peu pour bousculer un peu les idées reçues, parce que là vous en bousculez certaines, Tariq, on parle depuis 10-15 ans de transformation numérique, la fameuse digital transformation, il ne faut pas prendre le mot digital, mais transformation numérique des entreprises. Vous dites, les entreprises ne sont pas forcément vraiment transformées. On est plutôt sur du lift and shift, on change un peu le modèle, mais on n'est pas sur la réelle transformation. C'est ce que vous pensez? C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une vraie transformation numérique? Je pense que, si vous voulez, la véritable découverte que j'ai faite en 2015, donc après les attentats, c'est de comprendre que la géopolitique changeait la technologie et que la technologie changeait la géopolitique. Et beaucoup de gens sont restés dans un monde plat. Donc on a cette abstraction qu'on a construite dans laquelle on allait transformer numériquement les gens, en oubliant que la démographie change. Par exemple, arrive sur le marché une génération de jeunes qui sont moins nombreux, moins motivés et moins formés, parce qu'on a aussi, ils ont été un peu la variable d'ajustement d'une période où on a finalement décidé que ce n'était pas si important. Et ces gens-là vont entrer dans le monde de l'entreprise avec une vision du monde différente, et on n'a pas su adapter les outils. Je pense qu'une des erreurs qu'on a faites avec l'informatique et la transformation numérique, c'est qu'on a regardé ce que faisaient les grands acteurs, les Google, Facebook, en disant on va faire comme eux. Mais c'était le fameux modèle des GAFAM, en disant voilà, on est sur le modèle, il faut viser, il faut construire chacun son entreprise sur le modèle d'un Google. Sauf que chaque entreprise n'est pas Google. Google, ce qui est fascinant pour avoir connu l'entreprise, les fondateurs, à la fois de Google, Facebook, c'est que ce sont des entreprises qui sont extrêmement stables à l'intérieur. Ce sont des paquebots qui vont dans une direction, donc c'est très stable. La disruption, c'est pour les autres. Si on prend cette image du paquebot qui traverse, on va avoir des vagues énormes qui vont créer presque des tempêtes et une disruption pour tous les autres, mais eux sont droits dans leur ligne. Alors, c'était vrai jusqu'à l'IA, puisqu'on voit aujourd'hui effectivement que les deux grands leaders, à savoir Google et Facebook, n'ont pas vu l'intérêt de l'IA. Alors, Google, c'est clair, il court après OpenAI aujourd'hui, et Microsoft, qui n'a pas vu l'usage incroyablement riche de l'IA fait par TikTok, qui leur a pris une départ de marché. Et là,
ce qui se dit, alors ça reste à vérifier, mais il paraîtrait que la moitié des GPU commandés par Mark Zuckerberg vont servir essentiellement à Instagram pour devenir plus compétitif par rapport à TikTok. Donc les paquebots sont intéressants parce qu'ils tracent leur route, mais c'est vrai que quand on a une vision, il faut avoir une vision long terme. Et une des raisons, à mon avis, de l'échec de la transformation numérique de certaines entreprises, c'est qu'elles ont tout d'abord été faites par des gens qui n'étaient pas des ingénieurs et des gens qui n'avaient pas la compétence métier. Donc on a eu beaucoup de communication, on a eu beaucoup d'influenceurs, on a beaucoup de gens qui utilisent des buzzwords. Et ça, c'est bien pour faire des présentations PowerPoint, mais à un moment donné, quand vous êtes devant des ingénieurs ou des gens qui vont faire, vous devez avoir leur respect. C'est-à-dire que vous devez à la fois comprendre ce qu'ils savent faire et avoir une vision claire, et ne pas leur raconter des histoires. Et puis l'autre question aussi, c'est qu'on a utilisé beaucoup de produits qui étaient en bêta, on a utilisé énormément de choses dont on a cru par exemple le chat, prenons les services de chat type Slack, extraordinaire quand vous avez quelques personnes. Bon, le chat n'est pas nouveau, ça existe depuis IRC. Mais quand on remplace le chat dans des organisations et que tout le monde se met à chatter dans tous les sens et qu'en fait... Il devait remplacer l'email. Oui, et c'est devenu une deuxième bureaucratie parce que l'email continue et on a cette bureaucratie du chat avec en plus l'injonction de répondre immédiatement. Donc on a construit des environnements... C'est comme le zéro papier. Voilà, c'est le zéro papier. Moi je me retrouve, voilà, j'ai un stylo plume, pourquoi? Parce que je vais écrire sur une page blanche sans aucune distraction. C'est le super pouvoir que j'ai encore dans un monde de l'IA, de savoir ce que je pense sur un sujet sans avoir été copié. Alors évidemment, je lis beaucoup, je me documente, je m'inspire de plein de choses, mais c'est important de pouvoir le faire. Je pense que la stratégie numérique aujourd'hui doit prendre en compte deux choses. La première, c'est que les équipes ne sont plus uniformes, et donc ça, c'est un vrai challenge. On a des jeunes qui ont envie et qui doivent être formés. On a d'un côté les gens qui ont l'énergie mais pas d'expérience, et de l'autre côté les gens qui ont l'expérience et dont on a parfois, malheureusement, au niveau des seniors, expliqué qu'ils n'étaient plus aussi utiles. Et la deuxième, c'est effectivement de prendre conscience du risque géopolitique et de se rendre compte que l'entreprise vit dans un monde peuplé de vrais méchants. On n'est plus dans un environnement où on avait de la compétition classique entre entreprises. De compétiteurs, là, des fois on est dans la vraie compétition. Quoi. Voilà. Et on a effectivement les ingérences étrangères, les cyberattaques, des choses comme ça qui sont complexes. Et pour ça, malheureusement, il faut remettre en place non seulement du savoir-faire, mais mettre des gens dont c'est véritablement le métier. Je crois si l'informatique nous a appris quelque chose, 40 ans, c'est que tout d'abord, les gens qui sont bons dans leur domaine, il faut leur donner les moyens de le faire. On ne peut pas remplacer n'importe qui par n'importe qui. Je ne crois pas que certaines compétences, il y a la compétence pure, il y a aussi l'instinct et il y a l'expérience. Et la combinaison des trois est essentielle. Et on a eu tendance à penser qu'on allait modéliser ça avec de l'IA, remplacer ça par de l'externalité. Et en fait, ça ne marche pas. C'est la force d'une start-up. On dit toujours que c'est les 10 premières personnes que vous embauchez dans une start-up qui font la boîte. Et je pense que dans les équipes et dans les projets numériques, c'est également le cas. On parle de réel politique, là on peut parler de réel numérique, c'est-à-dire qu'on revient dans le numérique du réel. Et aujourd'hui, quel conseil vous pourriez donner à une entreprise? Là, on a une audience composée de DSI, de gens du numérique qui font le numérique en entreprise, qui ont fait des choix aussi. Vous parliez tout à l'heure du sujet VMware, qui est un sujet qui les concerne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aussi ça, cette volatilité d'être acheté par un industriel qui change sa politique, qui hausse ses tarifs. Nous avait vendu le cloud au début comme pas cher, peu cher, après comme un accès à l'agilité et à l'innovation rapide. En fait, toutes ces cartes sont aujourd'hui rebattues. Dans ce contexte incertain, que doit faire la DSI, que doit faire le patron d'entreprise? C'est très intéressant parce que quand on prend une décision, il y a deux types de décisions. Et là, je me remets dans ma casquette d'entrepreneur. Il y a des décisions idiotes que j'ai prises, comme on en prend tous. Et à un moment donné, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je l'ai fait parce que c'était quelque chose que je voulais faire? Et là, dans ce cas-là, je me dis, bon, j'ai appris, c'est une erreur, j'assume. Mais parfois, on prend des décisions idiotes qu'on ne voulait pas faire. Il y a une sorte d'injonction pour le faire et on sait au fond de soi-même que c'est pas la bonne. C'est une erreur, mais c'est une erreur et on le fait. Et là, on lève les yeux au ciel en disant mais pourquoi j'ai fait ça? Et donc moi, je crois que bon, de toute façon, j'ai aucun conseil à donner à des gens qui sont souvent qui connaissent mieux leur métier qu'eux-mêmes et me leur rappeler ce que eux savent déjà, c'est qu'à un moment donné, quand on est en charge de la DSI d'une entreprise, on est en charge de l'ensemble de l'infrastructure numérique de l'entreprise, de son informatique, et donc on est véritablement en charge. Donc les décisions que l'on va prendre sont impactantes pour l'entreprise. Et donc,
suivre son instinct, suivre son expérience, c'est quelque chose de bien, malgré un monde qui nous explique parfois qu'il faut faire ci, ça et ça. Et puis l'autre point essentiel, c'est avoir un plan B. Aujourd'hui, se faire hacker, se faire attaquer, avoir des attaques cognitives, de la manipulation, se retrouver dans un environnement incertain, ça va être le quotidien de tout le monde. C'est une réalité. Voilà. Mais ne pas avoir de plan B quand on a un hôpital, par exemple, qui tombe et qu'on n'est pas capable de se remettre en production immédiatement après parce qu'on a réfléchi, qu'on a bien réfléchi au backup, à ce genre de choses, ça va devenir disqualifiant, à mon avis, à l'avenir. On pourrait résumer, en fait, cette prise de parole par retour aux origines du numérique et vraiment au numérique porteur de sens. C'est-à-dire le sens du numérique d'aller au-delà des idées reçues, je dirais, du bullshit marketing et de revenir à la réalité, au réalisme. Oui, je donnerais juste une anecdote là-dessus. C'est quand la première fois que j'arrive dans la Silicon Valley, dans une grande entreprise qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait Sun, avec James Gosling, qui était le créateur de Java. Et j'ai découvert en fait que cette entreprise avait ce qu'on appelait des seniors développeurs, donc des gens qui avaient passé la cinquantaine et qui continuaient à développer. Et qui étaient encore meilleurs, parce que finalement, c'est pas parce qu'on devient plus âgé qu'on est moins bon. Et c'est là que j'ai compris une chose qui était extraordinaire et qui a fait que la Silicon Valley est la Silicon Valley. C'est un mélange de gens très jeunes qui sortent de l'école et qui ont plein d'envie, de gens qui avaient, de ma génération, qui avaient déjà un peu de bouteille, et des gens qui avaient connu les différentes étapes. C'est ce qui a sauvé plusieurs fois Intel, par exemple. Ils ont appelé des collègues, des gens qui avaient 80 ans chez Texas Instruments, qui leur ont expliqué que à l'époque, ils avaient tel ou tel problème, voilà comment ils l'avaient réglé. Et en fait, on avait perdu l'habitude des anciennes technologies. Et ce qui était intéressant, c'est pas de dire telle technologie est obsolète ou telle technologie est à jour. Ça, c'est en général ce que le marketing va vous dire. Ce qui est important, c'est de voir l'expérience qu'on peut tirer de plusieurs générations. Parce que d'une certaine manière, la technologie change, mais elle ne change. La manière dont on l'utilise et la manière dont on va la déployer ne change pas. Là, les intuitions, les instincts, l'expérience, c'est des choses qu'on connaît. Donc, avoir des équipes qui sont beaucoup plus, en termes d'âge, beaucoup plus diverses, je trouve que c'est un véritable avantage. Donc, je suis contre à la fois le jeunisme, il n'y a que des jeunes qui savent faire de l'IA, par exemple, ce qui est pratiquement totalement faux. Et en même temps, je ne crois pas à un monde de managérialiste dans lequel il y aurait juste quelques personnes qui auraient la science infuse et les autres sur le terrain ne sauraient pas. Je crois beaucoup à cette organisation. Et ça, c'est des choses qui nous manquent un peu, enfin qui nous ont manqué avec le cloud, qui est une sorte d'abstraction. Et je pense qu'on revient à ça. Je crois que c'est pas qu'on revient du cloud, on revient de la souveraineté, de toutes ces choses. C'est qu'on revient en fait à un environnement où on prend conscience des gens avec lesquels on travaille et on essaye de répondre à la question simple qui est quelle est la meilleure version de ce que nous pouvons faire ensemble. C'est ça en fait le travail, ce qui est génial dans la technologie. Très bien, merci Tariq pour ce retour au réel numérique, je dirais, à la réalité, aux fondamentaux en fait du numérique. Et on peut vous suivre donc sur cybernetica.fr. Oui, voilà, c'est le nouveau projet. Je lance une newsletter et puis je suis également sur les réseaux sociaux. Très bien, merci Tariq. Merci. Quant à nous, rendez-vous pour un prochain grand thème CIO, le monde informatique.